À noter, Christian Clot est vice-président de la Société des explorateurs français. Ça fait bien, mais tu vas devenir président, ça c'est clair. Dieu m'en préserve. Avant qu'on ne fasse une pause, même si le temps a passé extrêmement vite, j'aimerais savoir s'il y a déjà des questions dans la salle. Oui, il y en a. Monsieur au premier rang, attendez qu'un micro vous arrive. Oui, j'ai une question d'ordre général. Je vois derrière vous, là, il est inscrit explorateur d'hier et d'aujourd'hui. Ma question porte plutôt sur hier et disons avant le XXe siècle. Est-ce qu'il y a eu des exploratrices qui ont laissé une marque ou quelque chose? S'il vous plaît, merci. Je vais essayer de se répondre, mais juste pour aider, paradoxalement, il y en avait plus avant que peut-être qu'il y en a aujourd'hui, étonnamment. Il y a des très grandes naturalistes au XVIIIe, XIXe siècle qui font un travail extraordinaire, notamment sur tout ce qui est entomologie. Barbara Duquesne, vous avez Madison Hickson. Pardon ? Non, alors David Neal, c'est plus tard. Déjà, on demandait avant le XXe siècle. Alors après, oui, il y a eu des Alexandra David Neal, des Ella Maillard, Amelia Earhart et compagnie. Mais avant, et c'est ça qui est intéressant, au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, XVIIe moins, mais XVIIIe, XIXe, il y a un certain nombre de femmes qui font un travail extraordinaire scientifique et dont on ne parle pas. Effectivement, dont on ne parle pas pour plein de raisons. En particulier parce qu'à l'époque, ce n'était pas admis dans l'idée que les femmes soient éduquées. Dans beaucoup de pays, notamment l'Angleterre. Il ne faut pas oublier que l'école en Angleterre, qui était quand même la plus grande nation maritime de l'époque, n'avait pas le droit d'aller à l'école supérieure. Donc, il y a plein de femmes qui font des choses extraordinaires. Mary Kingsley, entre autres, qui est la première à découvrir, à réaliser que les cannibales de l'Ogooué ne sont pas si vrais, qui font un travail extraordinaire et donc qu'on oublie aujourd'hui. Et j'attends la personne, c'est un message au prochain, à un écrivain ou une écrivaine, pour nous raconter cette histoire parce qu'elles sont fabuleuses. Certains doivent se sentir interpellés qui ont parlé ce matin. D'autres questions? Oui, madame, au centre. Attendez que vous arrive un micro. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est devenu votre éco-bateau après votre tour du monde et si il est toujours opérationnel et si vous emmenez des personnes. Parce que vous disiez que vous étiez 4 dedans. Alors le bateau appartenait à un des sponsors et aujourd'hui ce bateau a été donné à une fondation suisse qui s'appelle Race for Water et cette fondation œuvre pour protéger les océans des déchets. Vous savez qu'aujourd'hui il y a des vortex de déchets dans les océans aussi grands que la France dans l'Atlantique Nord et avec ce bateau ils essayent de sensibiliser les gens sur les problèmes des déchets et également de trouver des solutions pour valoriser ces déchets dans les pays en voie de développement. Y a-t-il une autre question? Apparemment, moi, oui. J'ai une question. Au fond. Dominique, j'ai une question pour Laurence de la Ferrière. Il y a deux choses qui m'intriguent. Les vents. Est-ce que les vents favorables étaient prévus? Et l'autre, c'est ce qu'on voit dans le film. Vous longez un moment une espèce de traînée blanche. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors les vents, il y a des modèles qui sont relativement bien établis, qui sont basés sur le système des vents catabatiques qui prennent naissance au sommet de la calotte polaire. Les vents catabatiques. Ça veut dire quoi ça? C'est la manière dont on nomme les vents qu'on trouve au niveau des calottes polaires. Voilà. Y compris sur Mars. Y compris sur Mars, d'accord. Oui, il y a des vents catabatiques sur Mars qui ont creusé des sillons énormes sur Mars. Et en fait, donc, ils prennent naissance au plus haut du sommet de la calotte polaire, qui n'est pas très loin du pôle sud. Et ensuite, ils dévalent. C'est des vents de faible altitude qui marchent par gravité et qui s'accélèrent au fur et à mesure qu'ils s'approchent de la côte. Ça, c'est le modèle de base. Mais en fin de compte, après, il y a des microclimats, on va dire, sur le terrain. Et surtout, ça peut être contrarié par des vents de mauvais temps. Donc, moi, je me suis basée sur le fait qu'en partant du pôle sud, j'allais normalement avoir des vents favorables. Donc, je savais que j'allais pouvoir utiliser les voiles. Alors, c'est vrai que globalement, ça a plutôt marché. Ce qui aurait été beaucoup plus compliqué, ma première expédition, je n'ai pas pu utiliser les voiles. J'avais tout le temps les vents de face. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième question, je ne me souviens plus. Vous longez une... oui, on a l'impression trace. que c'est un pipeline enterré. Oui, parce donc, on a deux bases. Il y a deux bases. On a une base donc, en terre Adélie qui est du Mont d'Urville,
qui est une base proprement française, enfin purement française. Et ensuite, on a une base entre la côte et le pôle sud, qui est Concordia, qu'on partage avec les Italiens, qui se situe sur le dôme C, qui se situe à peu près à 3300 mètres d'altitude, qui est une base qui est très intéressante pour faire des carottages, justement, parce que c'est au sommet d'un dôme. Et en fait, entre la côte et cette base, il y a ce qu'on appelle les snow trains, qui font le ravitaillement régulièrement, et pour favoriser le déplacement de ces engins, qui sont des sortes de chenillettes, enfin c'est des tracteurs sur des chenillettes, qui sont tous liés les uns aux autres avec un système d'élastique, avec ce mouvement de va-et-vient qui permet de déplacer plus facilement, surtout de décrocher l'engin de la glace. On a tassé petit à petit, mis des repères pour qu'on puisse les repérer avec les GPS, et on passe toujours par cet endroit. Et c'est la trace de ces engins que l'on voit. Voilà. Je ne vois pas bien. S'il y a une question tout à fait au fond. Bonjour. Alors aujourd'hui, La vie pure sort au cinéma. Donc la vie de Raymond Moffret, je crois. Et je voulais savoir si explorateur aujourd'hui, face à la mort, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes seul? Est-ce qu'il y a des possibilités de vous retrouver quand on vous perd, etc. Ou bien, voilà, quand on vous retrouve pas, eh bien, vous êtes disparu à jamais. Enfin, je sais pas. Comment ressentez-vous, voilà, face à vous-même, face à la mort, etc. La mort, etc. Alors, très honnêtement, quand vous partez dans une expédition, sauf à être suicidaire, c'est vraiment quelque chose que vous essayez de limiter les risques le plus possible. Et une fois que vous êtes sur place, en fait, vous ne pensez pas à la mort. Je veux dire, vous pensez à votre survie, vous pensez à avancer, vous pensez à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir, et vous y croyez. Pour moi, il n'était pas pensable d'imaginer perdre la vie, même s'il y a eu des moments où c'était extrêmement limite. Mais en fin de compte, j'ai toujours trouvé dans mon fort intérieur des ressources, en particulier sur le plan psychologique. Le physique, après, il suit de toute façon à partir du moment où vous êtes relativement entraîné, pour toujours trouver des solutions. Pour moi, la mort dans ce genre de situation, elle n'est pas pensable. Christian est prié de répondre. Oui, je suis très d'accord avec ce que dit Laurent, c'est-à-dire que on part pas clairement, hein, à part quelques exceptions, parce qu'il y en a toujours. L'explorateur, il n'est pas casse-cou, il part pas à la mort, il part pas. Tiens, j'essaye, puis je verrai bien ce qui se passe. On a une préparation, on a un questionnement, effectivement, et on est prêt. En tout cas, c'est mon cas, mais je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui sont ici, à accepter le risque potentiel qui représente peut-être effectivement ce risque ultime, parce qu'on estime que le travail qu'on va faire, que la démarche qu'on a sur le terrain est suffisante pour justifier cette prise de risque. Mais effectivement, on a une préparation qui est longue. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Laurence quand elle dit, on nous demande souvent combien de temps c'est pour préparer une expédition. Effectivement, c'est une vie. Moi, si j'avais été en cordillère de Darwin à ma première expédition, je serais mort, c'est sûr. J'étais pas capable, j'avais pas les capacités, les qualités. Donc c'est un travail de long terme. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un monde assez particulier par rapport à ça. Au début, quand je faisais des expéditions, notamment au Spitzberg, je refusais de prendre un fusil et un téléphone Iridium, parce qu'à l'époque, ça existait. Avec cette idée que si je vais dans cet endroit, qui suis-je pour me dire, s'il y a un ours qui arrive, je lui tire dessus. J'ai choisi d'y aller là-bas. C'est mon choix. Et je ne vois pas pourquoi je vais mettre en danger un autre animal parce que moi j'ai fait ce choix. Alors après on nous l'impose, aujourd'hui on n'a plus le droit d'y aller sans fusil, donc on le fait, puis petit à petit on nous impose aussi avec certains partenaires des iridiums. Mais imaginez, moi en cordillère de Darwin, j'ai refusé d'en prendre un parce que je me suis dit, attendez, je suis dans un endroit où quasiment personne n'a été, je suis un des premiers humains à rentrer dans cet endroit précis où j'ai été, il y a des tas d'humains qui avaient été ailleurs autour, mais là précisément. Donc un endroit quand même un peu complexe pour aller, où j'ai mis plusieurs années pour réussir à trouver le bon passage. Je suis été pris dans une avalanche où je me suis assez violemment tordu le genou et à un moment donné j'ai pensé avoir la jambe cassée. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'intellectuellement on est humain, quand on a une blessure on a envie d'appeler au secours. Quand on a un problème on a envie d'appeler au secours. Mais imaginez, moi j'ai mon téléphone Iridium et j'appelle au secours. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors soit des gens vont se mettre en danger pour venir me chercher, ça marche pas ça. Soit ils vont savoir que je suis en train de mourir gentiment et ils vont être là chez eux en train de se dire mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? C'est terrifiant de mettre des gens dans cette situation. Donc j'estime que, alors là c'est vraiment moi et je n'engage personne d'autre que moi là-dessus, que quand je pars dans une mission de ce type-là, je dois en accepter aussi cette notion-là.
et me protéger au maximum sans mettre d'autres personnes en danger. C'est en tout cas comme ça que j'essaie de faire. Les téléphones Iridium, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a une constellation de satellites Iridium autour de la Terre. Hein. C'est bien ça, Francis? Oui, c'est ça. Et du coup, de n'importe quel point du globe, on pourrait appeler. C'est une constellation qui est tombée en faillite parce que le GSM a envahi le marché. C'est une constellation pour les PDG en Safari et les explorateurs maintenant, je peux le dire, mais et les militaires. En fait, les militaires américains ont racheté la constellation. Iridium, c'est un atome à 77 électrons et il y a 77 satellites sur 11 orbites fois 7 satellites par orbite. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la constellation Iridium. Mais je crois que Jean-François voulait dire un mot. J'avais juste un commentaire sur l'exploration ne peut pas se faire sans risque. Et par définition, si on explore forcément des endroits où l'homme n'est jamais allé parce que c'est difficile. Donc si c'est difficile, c'est forcément qu'il faut prendre des risques pour y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que le risque est encore plus grand de ne pas explorer et de ne pas participer à l'accroissement des connaissances. Le jour, je pense, où l'humain arrêtera d'explorer quand il en a les capacités pour un endroit où jusqu'à présent on ne pouvait pas y aller, eh bien la société régressera. Parce que ça fait partie de nos gènes d'accroître les connaissances. Et accroître les connaissances, ça passe par la recherche, l'innovation, mais aussi par l'exploration. Et moi, je suis jaloux un peu parce que je vois que mes collègues, ils ont marché un peu sur Mars quelque part, hein, entre Francis avec ses sondes et ses robots et ses rovers martiens, et puis nos amis explorateurs qui sont allés au milieu de nowhere où il fait très froid. On t'emmène, hein, si tu veux. On fait un échange. On t'emmène et puis toi, tu nous prends dans l'espace. Ça marche? Volontiers. Raphaël, votre présentation montre donc un bateau de haute technologie. Est-ce que vous êtes vraiment relié à Laurence et Christian et Jean-François? Jean-François, c'est de la très haute technologie aussi. Ou est-ce que c'est une exploration finalement très différente? Quels sont les risques à bord de ce bateau solaire? Bon, il y a plusieurs types d'exploration. Et c'est vrai que Planète Solar, c'était plutôt une aventure technologique, de démonstration, qui comportait des risques, mais qui était finalement relativement limitée, même si une traversée océanique dans le Pacifique, on n'a pas forcément des secours immédiats, mais le risque était relativement limité. Même si, par exemple, la traversée du golfe d'Aden avec 3000 pirates qui sévissent dans la zone, sur un bateau en carbone avec 13 tonnes de batterie lithium-ion, un coup de Kalachnikov a été quand même relativement désagréable, on va dire. Mais ça reste que c'est des aventures technologiques qui sont avec des risques qui me paraissent limités. Je rejoins Laurence, notre job d'explorateur et d'aventurier, c'est de limiter le risque au maximum, mais ça reste une aventure. Si on n'accepte pas le risque, mais il faut rester dans son salon. Maintenant, je fais d'autres aventures. J'étais dans le passage du Nord-Ouest cet été, qui sont différentes, qui sont peut-être plus modestes en termes de moyens techniques, qui me correspondent aussi. Je trouve qu'avoir beaucoup de technologie et des gros budgets, ça amène d'autres difficultés. Et puis de partir tout seul avec son kayak dans le passage du Nord-Ouest, c'était aussi sympa. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, la technologie est présente dans la plupart de nos aventures. Lorsqu'on a une possibilité, si le but est de limiter le risque, si on a une possibilité d'avoir un téléphone satellite, je pense que partir sans téléphone aujourd'hui, ça ne me paraît justement pas dans cet état d'esprit de limiter le risque le plus possible. Moi, je tempérerais, si tu me permets, un tout petit peu, en tout cas par ma propre expérience, c'est que quand on va dans un endroit sans vie, c'est très important pour comprendre comment ça fonctionne, de se libérer de tout ce qu'on a appris et en particulier du lien avec les humains. Parce que quelque part, moi je me souviens de certaines conversations téléphoniques qui me donnaient l'illusion que les gens n'étaient pas loin et éventuellement pouvaient affaiblir une certaine mise en alerte, une certaine précaution, et qui pouvait plus me mettre en situation de danger que si je n'avais pas eu ce contact avec le monde extérieur. C'était parfois assez délicat à gérer. Alors, moi je te rejoins, je pense qu'on peut avoir un téléphone satellite dans son sac qui est éteint et on peut être en contact permanent. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, il y a des navigateurs qui font le Vendée Globe, ils ont tellement pas de budget qu'ils doivent faire le paiement sur e-banking pendant qu'ils font le Vendée Globe. Ça, c'est quelque chose qui me paraît terrible, parce qu'on a autre chose à faire, je suis d'accord avec toi, mais d'avoir un téléphone satellite ou une balise de détresse
qui coûte aujourd'hui 200 € dans son sac à dos qu'on va peut-être jamais utiliser. Ça nous laisse ils ont une option supplémentaire en cas de problème majeur. C'est vrai, mais c'est quand même une solution en cas de problème auquel tu ne penserais pas à utiliser si tu avais le problème, et donc tu trouvais d'autres types de manières de fonctionner. Je veux dire, ça peut être une source de faiblesse de savoir que tu as une échappatoire. Si tu n'en as pas, tu fonctionnes éventuellement différemment. J'aurais deux réponses rapides parce que c'est super intéressant en fait, parce qu'effectivement déjà au niveau, alors il y a une réponse du scientifique qui fait de la recherche corticale par rapport au cerveau. Et effectivement, on sait que le cerveau n'est pas du tout dans les mêmes dispositions quand il sait qu'il a un bouton d'arrêt. C'est-à-dire un téléphone iridium n'est pas un bouton d'arrêt, on est bien d'accord là-dessus. On est très loin de ça. Moi, je te rejoins sur le principe que s'il y a un système de sécurité qui est en place, il faut l'utiliser parce qu'encore une fois, on n'est pas des casse-cous. La question, c'est toujours une question de choix par rapport à qui prend un risque. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des endroits du monde, et on le sait, notamment quand je prends la carrière Darwin, où les gens que je vais appeler au secours, eux, n'ont pas fait le choix de prendre le risque de venir me chercher. Et je n'ai pas envie de les mettre dans cette situation, de devoir se questionner, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce qu'on prend le risque ou non d'aller sauver cet humain qui a pris une décision seul de partir dans cet endroit ? Voilà, c'est par rapport à ça que je fais attention. Maintenant, si je vais dans les Alpes, où il y a des secours organisés, si je vais effectivement dans le Pacifique, où il y a un accord entre marins quand même assez général qui fait qu'un marin est presque dérouté pour en aller à un autre, évidemment, j'utiliserai mon téléphone. C'est par rapport à ça que je fais cette nuance. Moi, j'ai une question pour Raphaël Domjon. Première question très simple. À quelle vitesse allait le bateau ? Donc on avait un bateau qui avait une vitesse moyenne lorsqu'on était en navigation perpétuelle. L'intérêt d'un bateau solaire, c'est qu'on peut naviguer de manière perpétuelle. Pendant le jour on stocke pendant la journée pour pouvoir naviguer la nuit. Et là, en navigation perpétuelle, sur la traversée du Pacifique, on était entre 5 et 6 nœuds, 5,7 nœuds de moyenne, à peu près 10 km/h, avec une vitesse maximum de 10 km/h, de 10 nœuds environ, donc 20 km/h. Et quand on voit votre trajectoire, je pense que c'est évidemment un problème solaire, vous ne passez jamais ni Bonne-Espérance, ni le Cap Horn. Alors non, en fait, si on veut faire un tour du monde solaire, lorsqu'on a imaginé ce projet, on s'est dit on avait cette idée de faire le tour du monde en passant par l'Antarctique. Alors déjà, si vous voulez communiquer sur le potentiel des bateaux solaires et que vous tournez autour de l'Antarctique, c'est pas là où c'est que vous aurez le plus d'exposition en termes d'escale. Ça reste limité. Et, effectivement, quand même, l'équateur, c'est la solution la plus simple pour faire un tour du monde, pour faire une première. Aujourd'hui, je pense que, c'est pour ça qu'on a fait cette expédition en Arctique, on a vu qu'en Arctique, il fait jour 24 heures sur 24, il fait froid, ce qui est favorable pour les panneaux solaires. Donc je pense qu'il y a du potentiel également. Et un jour, un tour du monde en passant par Bonne-Espérance et par le Cap Horn, en bateau solaire, d'ici quelques années, ce sera possible. Brigitte Lozrec a une question. Une question pour Monsieur Panneau Solaire. On entend là ? Oui, on parle un peu. Une question pour Monsieur Panneau Solaire. Est-ce que j'ai bien entendu, quelque part dans la vie, que pour avoir des panneaux solaires, il faut aller chercher dans la terre des métaux précieux, des choses importantes, je ne sais quelle substance, mais qui est rarissime et qui fait qu'on est obligé de creuser, d'avoir des ouvriers qui tapent dans la terre, etc. La constitution du panneau solaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il me manque le mot. J'ai très bien compris votre question. C'était en fait une fausse légende. C'est en fait une confusion. Donc il y a des panneaux solaires qu'on utilise au niveau aérospatial qui ont permis d'amener de l'énergie à Jean-François, qui sont faits avec des matériaux, effectivement, des matériaux rares, des terres rares comme le gallium, le germanium, et qui ont un très mauvais rendement en termes de cycle de vie et qui coûtent beaucoup d'énergie et qui sont, du point de vue énergétique, absolument pas rentables. Et les panneaux qu'on utilise sur Terre, qui sont silicium, c'est du silicium et de l'aluminium, et qui sont des panneaux qui nécessitent peu de matières premières et qui ont une rentabilité, un retour sur investissement énergétique entre 2 et 3 ans, et vous avez rentabilisé votre panneau solaire. Donc c'est la réponse est, je dirais, multiple. Voilà. Et ça doit être la fiabilité qui fait que dans l'espace, on utilise des panneaux solaires, gallium, germanium. C'est un problème de fiabilité, j'imagine. Il y a deux choses. Non seulement il y a le rendement, donc on est sur Terre au silicium aujourd'hui à de l'ordre de 24%, 22% pour planète solaire. Dans l'espace, vous êtes entre 30 et 40%. Mais il y a aussi un problème de rayons gamma, ce qu'on a avec Solar Stratos. Par exemple, les cellules qu'on va utiliser pour notre avion, au silicium, elles tiennent de l'ordre de quelques semaines dans l'espace. Et ensuite, vous passez de 24% à 0 en quelques semaines. Donc il y a des problèmes des rayons qui sont émis en dehors de notre atmosphère. Oui, alors que les panneaux solaires de la Station spatiale internationale,
qui fournissent 80 kW en continu depuis 15 ans sont toujours les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est une technologie, il faut des panneaux solaires qui soient capables dans la durée et encore pendant 10 ans. On n'a jamais monté un grain d'électricité depuis la Terre vers la Station spatiale internationale. Tous les systèmes ne fonctionnent qu'exclusivement à l'énergie solaire, mais avec des panneaux solaires faits pour le spatial, comme on disait. Là, je ne suis pas content, tu es en train de nous dire qu'on n'avait pas les premiers à avoir fait le tour du monde d'énergie solaire, alors, parce que vous êtes solaire. Oui, mais dans l'espace, c'est plus facile. Ce qui me frappe, en tout cas dans vos 3 expériences, c'est que ce sont des choses que vous avez montées. Il a fallu trouver des sponsors, il a fallu s'organiser. Ça n'était pas des puissances publiques qui vous ont commandé ou, comme ça nous a été raconté ce matin, tel roi ou tel, surtout des rois d'ailleurs, lançaient des gens à la conquête de divers milieux. Donc, est-ce que cette obligation de monter soi-même tout cela, c'est aussi ce qui donne finalement une certaine force, une certaine dynamique, parce qu'elle est obligatoire? Moi, je dirais ce qui est incroyable, c'est lorsque vous partez de zéro, du scratch, vous n'avez absolument rien, et puis vous trouvez le financement. Pour Planète Solar, c'était 20 millions d'euros finalement. Alors, il y a quand même des États qui nous ont aidés, le Prince Albert de Monaco, la France nous a soutenus, mais c'est vrai que ça veut dire que vous arrivez à créer quelque chose qui vous dépasse. Alors que le milliardaire, il y en a qui créent des aventures. Steve Fossett, par exemple, ou Richard Branson, je pense qu'ils doivent avoir moins de plaisir parce qu'ils peuvent décider, OK, demain je fais ça, ils vont voir leur banquier. Nous, si on va voir notre banquier, ce n'est pas tout à fait le même effet, vous voyez. Laurence, je pensais, excuse-moi Christian, je pensais aussi que justement vous êtes passé d'une expérience toute personnelle, même si vous aviez constitué votre équipe, à un certain moment, la direction d'un endroit déjà préétabli. Ils vous ont vu arriver comment, tous ces gens de la base du nom d'Urville? Ils se sont dit, ouh là 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 là, il va falloir faire avec elle. Je pense qu'au début, il y avait une forme de curiosité, parce que j'apportais avec moi une expérience et une connaissance de l'Antarctique qui était d'une certaine manière assez rassurante, parce que finalement, il faut savoir que dans ces équipes, il y a un tiers de fonctionnaires, un tiers de techniciens et un tiers de scientifiques, mais que très peu ont une connaissance de cet univers, et que finalement, tout le monde en rêve, mais une fois qu'on est sur place et que totalement isolé, là commencent à s'exprimer les difficultés, certains aspects de la personnalité, etc. Et ils avaient vraiment besoin d'avoir au milieu un point d'ancrage, quelqu'un qui à la limite n'allait pas être dérouté parce que le vent allait dépasser les 200 ou 300 ou 250 km/h ou des choses comme ça, ou les températures, ou la gestion de la glace, etc. Donc je pense que c'était quelque chose de très rassurant. Par contre, le problème, c'était quand même que je sois une femme. Jusqu'à présent, il n'y avait que des hommes qui s'occupaient de la base. Et là, c'était la première fois que le chef était une femme. Du coup, ils ont instauré la composition d'une équipe avec un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Et finalement, la gestion de cette équipe dans ce cadre-là, dans un endroit aussi isolé, pour moi, a été plus compliquée que s'il y avait eu que des hommes. Le fait que je sois une femme. Voilà. Donc ça, sur le plan humain, ça m'a demandé d'élaborer des négociations, pour être écoutée, pour être comprise, critiquée pourquoi pas, mais en tout cas que je sois entendue et que ça fonctionne au sein d'une équipe. Et ça, c'est probablement ce qui m'a demandé le plus d'énergie. Alors, au bout du compte, tout s'est bien passé. Je pense que finalement, tout le monde a eu ce qu'il attendait, avec du positif, du négatif, mais en fin de compte, rien de tellement extraordinaire de plus du fait que je sois au milieu d'eux à la fin de l'hivernage. Les éléments naturels sont difficiles, mais les éléments humains, c'est encore plus dur. Christian. Je veux juste compléter par rapport à la question d'avant et ces fameux rois qui finançaient. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Le nombre de fois où une personne s'est fait désigner par un roi ou par X, Y pour devenir explorateur, c'est arrivé de manière très marginale dans l'histoire. Malgré tout, dans la plupart des cas, un projet d'exploration, il part d'abord d'une personne qui ensuite arrive à convaincre, y compris à l'époque des rois et autres. Magellan, c'est 20 ans de préparation. Colomb, c'est 12 ans de préparation. Et je pourrais vous en citer beaucoup. Colomb qui rêve son idée. Alors après, il y a eu beaucoup de mythes et de légendes, mais n'empêche que le coût total des expéditions de Colomb, si on devait rapporter à ce qui est aujourd'hui le PIB d'un pays, c'est l'équivalent du programme lunaire américain.
en termes de PIB. Donc ça veut dire que sur cet homme qui a eu une idée, il arrive à créer, à générer un projet qui effectivement va faire qu'au bout du compte, c'est les rois qui vont dire mais c'est mon projet à moi. Mais c'est très rare dans l'histoire que l'exploration soit partie directement des États. Généralement, ça part quand même d'en bas et puis ça remonte. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui réussit. Et effectivement, l'État s'en réempare et va pendant quelques années envoyer des missions polaires françaises. C'est un bel exemple. À la base, c'est pas l'État qui dit on va explorer l'Antarctique. D'abord, à l'époque, c'est un gars qui s'appelle Charcot qui, alors que l'État veut pas mettre un centime, va commencer à travailler sur l'Antarctique. Puis ensuite, c'est un gars qui s'appelle Paul-Émile Victor avec d'autres personnes qui va convaincre des États et qui effectivement aujourd'hui c'est un système étatique. Mais n'empêche, ça part quand même de cette volonté. Je crois qu'on est tous d'accord et c'est pas Jean-François qui va dire le contraire. On n'est pas venu nous chercher pour être explorateur. On a eu des envies et on a effectivement un jour, alors effectivement, des expéditions de Jean-François ou les nôtres, peut-être c'est pas tout à fait pareil parce que c'est pas les mêmes financements, mais sur le principe, on est d'abord des êtres humains qui avons une envie et on a cherché une solution pour que ces envies deviennent réelles. D'où l'importance du rêve. Et s'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas d'expédition, il n'y a pas d'exploration. C'est bon pour la pause, ça. On va pouvoir méditer. Mais aussi parce qu'on est dans une société qui nous autorise ça, qui nous autorise d'avoir l'envie de réaliser un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des pays et certaines sociétés qui ont autre chose à faire et dont la priorité est de se nourrir et de loger sa famille. Avant de changer de sujet, j'ai une question pratique. Combien le prince Albert a donné pour le panneau solaire ? Ça va se dire en coulisses. Hein. Alors, tout d'abord, Jean-Louis, vu que tu es là, moi j'aimerais te remercier parce que tu es un de nos premiers parrains. Et lorsqu'on débute un projet comme ça, et qu'on n'a quasiment aucune chance de réussir, vous avez des gens comme Jean-Louis qui a prêté son nom alors qu'on aurait pu échouer lamentablement. Je vais répondre à ta question, je te promets, mais je situe le cadre. Donc je te remercie Jean-Louis. C'est aussi un peu grâce à Jean-Louis, voilà, des fois j'aime bien cette citation de Bertrand Piccard qui dit « La vie n'est pas faite de hasard mais de rencontres ». J'avais rencontré Jean-Louis Etchen lorsque j'apprenais l'anglais en Nouvelle-Zélande, j'avais un peu plus de 20 ans. Il m'a invité sur son bateau, j'ai pu monter sur Antarctica à l'époque et c'est ça qui m'a donné un peu ce rêve de devenir un jour un explorateur. Donc je te remercie Jean-Louis. Pour le prince, malheureusement les contrats qu'on a sont confidentiels, mais le prince nous a soutenus de manière très importante dans cette expédition de Planète Solar, que ce soit avec du financement, mais aussi avec une lettre d'accompagnement, comme Borloo qui nous a fait une lettre de recommandation, qui m'a invité, par exemple, en Colombie, de finir en prison. Voilà. Merci. Et on reprendra tout à l'heure. On a combien ? 10 minutes ? Un quart d'heure ? Un quart d'heure. Et on reprendra avec Jean-François Clairvoy et Francis Rocard. Mais vous pourrez poser la question tout à l'heure. On refera une séance de questions avec tout le monde.